Salutations à tous et bienvenue dans cette vidéo. Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire et figure emblématique de l'Afrique post-coloniale, aurait déclaré que la France formerait des jeunes comme Alassane Ouattara pour le détruire. Mais qu'en est-il réellement? Cette affirmation soulève des questions sur les relations entre la Côte d'Ivoire et la France, les tensions politiques internes et l'héritage laissé par Houphouët-Boigny. Dans cette vidéo, nous allons explorer cette déclaration, son contexte historique et ses implications. Restez jusqu'à la fin, car ce sujet est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Regardons ensemble cette vidéo de Souleymane Gbagbo et revenons après pour en parler. Et Houphouët dit, la France va former des jeunes cadres africains, dont Alassane Dramane Ouattara, pour m'assassiner et détruire la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut qu'on décortique en descendant. Houphouët dit, il avait pour l'ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays économiquement fort, industrialisé. Un pays industrialisé avec beaucoup d'infrastructures. Mais les Français ne sont pas d'accord. Et donc les Français ont décidé de former spécialement des jeunes cadres africains, dont Alassane Dramane Ouattara, pour l'assassiner, lui Houphouët-Boigny, et puis détruire la Côte d'Ivoire. Aïe! Est-ce que ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, chers camarades? Est-ce que ce n'est pas la destruction totale, de fond en comble, de la Côte d'Ivoire qu'on voit aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas la destruction de la Côte d'Ivoire qu'on voit aujourd'hui, chers camarades d'Afrique? Est-ce que ce n'est pas ça, après la mort d'Houphouët-Boigny? Est-ce que ce n'est pas ça qu'on voit aujourd'hui? On va continuer. Mais avant de vous dire qui est Ouattara, sachez d'abord à partir de quand la Côte d'Ivoire va connaître ses réels problèmes. Non. En effet, du 11 au 15 janvier 1978, je reçois la visite officielle d'amitié et de travail. Le président de la République française d'alors, Valéry Giscard d'Estaing. Je lui ai fait visiter toutes les infrastructures de la Côte d'Ivoire. Ainsi, de retour en France, Valéry fait rassembler le G7 pour décider des procédures de destruction de la Côte d'Ivoire. Giscard d'Estaing, il rentre en France et il réunit le G7 pour décider des procédures de destruction de la Côte d'Ivoire. Car elle pourrait devenir le miroir du monde si rien n'est fait pour l'arrêter dans son évolution. Ivoiriens, Ivoiriennes, Ivoiriens, Ivoiriennes, venez écouter le complot qui est ourdi contre vous. Le complot qui est ourdi contre vous, Ivoiriens, Ivoiriennes. Les gens ne veulent pas qu'on se développe. Parce que les gens savent que si on se développe, on sera le miroir du monde. Mais cette décision ne rencontre pas l'adhésion de l'Angleterre, qui n'en voyait pas l'utilité. C'est à partir de ce moment que le prix de nos matières premières, en particulier le café et le cacao, vont chuter considérablement, et cela perdure. Mais le G7 ne s'arrête pas à cette seule action. Il va multiplier les coups d'État contre ma personne. Romain Houphouët-Boigny. Mais à partir de 1981, avec l'arrivée de François Mitterrand à la tête de l'État français, les tentatives et actions de déstabilisation de la Côte d'Ivoire vont beaucoup durcir et s'intensifier. Je rappelle que c'est Mitterrand qui a fait tuer Thomas Sankara. C'est ainsi que François Mitterrand va profiter de l'asile politique du jeune Laurent Gbagbo en France en 1984 pour le persuader d'un coup d'État contre moi. Je répète ici, écoutez ici. C'est ainsi que Mitterrand va profiter de l'asile politique du jeune Laurent Gbagbo en France en 1984 pour le persuader d'un coup d'État contre moi. Ils ont demandé à Gbagbo de faire coup d'État contre Houphouët-Boigny. Mais Gbagbo, profondément patriote, refuse de détruire son pays qu'il aime tant. Mitterrand et le G7
vont recruter le jeune Alassane Dramane Ouattara, fonctionnaire au FMI, pour l'action de déstabilisation et de destruction de notre cher pays. Car, connaissant parfaitement les origines burkinabées de celui-ci, il le sentait capable d'un tel comportement. Alassane est alors invité en France en 1984 pour expliquer son travail au FMI pour l'Afrique. Devant plus de 40 chefs d'État, pendant une conférence de presse. Mais comment Alassane est-il arrivé au FMI? Point d'interrogation. On va continuer. En effet, de 1973 à 1983, suite intervention du président voltaïque d'alors, Sangoulé Lamizana, je nomme Alassane à la BCEAO, successivement comme chargé de mission, conseiller spécial du gouverneur, directeur des études et vice-gouverneur en 1983. En 1982, je demande à mon ministre de l'économie et des finances d'alors, Abdoulaye Koné, de décorer le jeune voltaïque Alassane pour son dynamisme au travail. Aussi, le 1er novembre 1984, avec la bénédiction et mon appui spécial, il est nommé fonctionnaire au FMI. Il est nommé fonctionnaire au FMI. C'est Houphouët-Boigny, avec les appuis de Houphouët-Boigny. Également, pour lui témoigner toute mon affection après la mort d'Ablaye Fadiga, ex-gouverneur de la BCEAO, je nomme Alassane comme nouveau gouverneur de cette institution. Mais chacun de vous se demande pourquoi, et si c'était de gaieté de cœur, que j'ai nommé Alassane Ouattara comme Premier ministre de la Côte d'Ivoire. C'est essentiellement par souci de préservation de la Côte d'Ivoire d'une implosion sociale à l'avènement du retour au multipartisme en 1990, ainsi sur intervention du G7 et des institutions de Bretton Woods. Je nomme d'abord Alassane comme président du comité interministériel le 18 avril 1990, ensuite comme Premier ministre en novembre 1990. Ça veut dire que d'un côté, le président Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny, a eu peur de la rue dans un premier temps. Il a eu peur de la rue dans un premier temps parce que le multipartisme était inévitable. Et donc, avec le multipartisme qui allait voir la création de plusieurs partis politiques, si Alassane Ouattara n'était pas dans ses rangs, Alassane Ouattara pouvait créer une rébellion. Vous comprenez déjà? Vous comprenez déjà d'où Alassane Ouattara avait l'intention, d'où vient l'intention d'Alassane Ouattara de créer une rébellion? C'est-à-dire que depuis Houphouët-Boigny, depuis sous Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara voulait déjà faire une rébellion. Mais avant de nommer comme Premier ministre, Alassane s'engage. Avant de le nommer comme Premier ministre, Alassane s'engage par écrit à rester en dehors de la politique ivoirienne en s'occupant uniquement de redresser l'économie, même après ma disparition. Il a fait signer Alassane Ouattara pour dire je m'engage à m'éloigner, en restant en dehors de la politique ivoirienne. Vous comprenez? Parce que Houphouët savait que si Ouattara prenait le pouvoir, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui là, il allait le faire. Vous comprenez? Houphouët avait déjà vu ça. Houphouët savait déjà que si Ouattara prenait le pouvoir, c'est qu'il allait vendre la Côte d'Ivoire. Et il est en train de le faire. Pourquoi ai-je exigé cela de lui? Pourquoi il a exigé cela de lui? C'est parce que Alassane n'est pas ivoirien. C'est Houphouët qui le dit. Alassane n'est pas ivoirien. Mais plutôt un voltaïque burkinabé d'origine. En effet, Alassane Dramane Ouattara est né à Noumoudara. Noumoudara, son village, qui signifie en tiefo, sa langue maternelle, village de forgeron.
Numudara. 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 Ça, c'est en langue de l'heure de Bobo Dioulasso. En ex-Olvota, Burkina Faso. Numudara est dans le canton de Sendou, de la subdivision de Banfoura, qui est du siècle de Bobo Dioulasso. Il a pour père Feu Ouattara Djika. Feu Ouattara Djika. Et pour mère Feu Boro Bintou. Les Odjeneka qui pensent que Ouattara, sa maman, c'est Nabitou Cissé là. Venez écouter Oufou ici. Oufou dit, le père de Ouattara s'appelait Ouattara Djika. Et sa mère s'appelait Boro Bintou. Ouattara Djika, Boro Bintou. Tous deux burkinabés d'origine. Alassane est jumeau. Son frère est mort à la naissance, ce qui entraîna également la mort de sa mère. Je répète la partie là, chers camarades. Je répète la partie là. Alassane a pour père Feu Ouattara Djika. Ouattara Djika. Et pour mère Feu Boro Bintou. Tous deux burkinabés d'origine. Alassane est jumeau. Son frère est mort à la naissance, ce qui entraîna également la mort de sa mère. On va marquer une petite pause pour expliquer un peu. Alassane, le nom Alassane est donné aux jumeaux, principalement aux jumeaux. Quand c'est des jumeaux, Alassane, Loceni. Alassane, Loceni. Quand c'est des jumelles, Fatou, Bintou. Fatou, Bintou. Donc ça là, c'est vrai. Vous avez la chanson de Tikenja où il dit Nanga dofo Loceni ba nyene, en meta dofo Lassina djan nyene pion. C'est des jumeaux, ils parlent. C'est comme ça dans notre culture. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc ça là, c'est vrai. Ainsi, Alassane fut élevé par Tabili Ouattara. Tabili Ouattara, la deuxième femme de son père, jusqu'à l'âge de 4 ans. La deuxième femme de son père, Tabili Ouattara, jusqu'à l'âge de 4 ans. C'est à cet âge également que le cousin et ami de son père, Tiekoura Ouattara, affectueusement appelé Mossi Ouattara à Dembokoro, comme cuisinier de l'administration coloniale de l'époque. Retenez également que Alassane a fait le cycle primaire et secondaire après l'école coranique en ex-Olvota, actuel Burkina Faso. Il a obtenu son bac au lycée Zenda. Au lycée Zenda. Kaboré Alassane est parfaitement conscient de ses origines voltaïques. J'en veux pour preuve le document signé de lui qui se trouve entre les mains d'une personne digne de confiance dont je vous révélerai le nom dès mon retour de la France. Et malheureusement, et hélas, 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 le vieux mourut sur le chemin de retour de la France. Parce que comme il le craignait, il a été empoisonné. Camarade d'Afrique. C'est Oufou qui parle ici. C'est Oufou qui parle ici. Maintenant, je vais me permettre de vous indiquer quelques points utiles de la procédure suivie par Alassane pour accéder au pouvoir. En effet, comme je l'ai indiqué tantôt, Alassane, le monsieur Afrique du FMI, est invité à Paris par François Mitterrand
et le G7 en vue de prononcer une conférence explicative sur son travail au FMI pour l'Afrique. C'est à cette occasion qu'en aparté, François Mitterrand et le G7 vont confier à Alassane la mission destructrice de la Côte d'Ivoire. Pour conclure, revenons sur ce qui a été discuté. L'idée que Félix Houphouët-Boigny aurait exprimé une méfiance envers de jeunes leaders comme Alassane Ouattara, présentés comme des produits d'une influence française, illustre bien les dynamiques complexes entre politique nationale et ingérence extérieure. D'une part, il est vrai que la Côte d'Ivoire, sous Houphouët-Boigny, a maintenu des liens très étroits avec la France, notamment dans le cadre de la France-Afrique. Ces liens, bien qu'avantageux pour le développement économique du pays à l'époque, ont également nourri des critiques sur une dépendance excessive vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale. Si cette offre-déclaration est authentique, elle pourrait refléter les tensions latentes entre le président ivoirien et les stratégies géopolitiques françaises. D'autre part, Alassane Ouattara, avec son parcours international et son rôle dans les institutions financières comme le FMI, représentait une figure de modernité économique. Mais ce profil a également été vu par certains comme une menace pour le système politique établi par Houphouët-Boigny, qui reposait sur un équilibre subtil entre traditions locales et partenariats internationaux. Cette déclaration, qu'elle soit réelle ou attribuée, sert aussi à alimenter un certain récit politique dans l'histoire ivoirienne. Elle évoque les craintes d'une manipulation externe et les divisions internes au sein du pays, souvent exploitées par les acteurs politiques. Cependant, il est essentiel de faire la part des choses entre les faits historiques, les interprétations et les rumeurs souvent amplifiées par des enjeux contemporains. Enfin, ce débat illustre un point crucial, l'Afrique, et en particulier la Côte d'Ivoire, doit sans cesse naviguer entre son histoire coloniale, les pressions extérieures, et ses propres ambitions pour construire un futur souverain. Alors, que devons-nous retenir? Si Houphouët-Boigny a effectivement exprimé une telle crainte, cela reflète peut-être une sagesse politique sur les défis à venir pour les générations futures. Mais si cela relève de l'interprétation ou de la fabrication, cela nous rappelle l'importance de vérifier les sources et de ne pas se laisser emporter par des récits simplistes. À vous maintenant de partager vos réflexions, que pensez-vous de cette déclaration? Est-elle crédible? Et surtout, comment percevez-vous les relations entre la Côte d'Ivoire et la France à travers l'histoire? Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et partager pour enrichir le débat. À très bientôt pour une nouvelle analyse sur l'histoire et la politique africaine.